Avec une Ligue des Champions revisitée cette saison, l'UEFA a réussi son pari de donner un coup de fouet à ce format vieillissant en proposant des affiches exceptionnelles tout au long de l'année. Cette année, on attend donc avec impatience ce mondial des clubs qui va pour la première fois sacrer une équipe au terme d'une compétition d'un mois plein avec un calendrier calqué sur celui d'un mondial. 3 matchs de groupe, 8e, quart, demi-finale, soit 7 matchs pour être sacré meilleur club du monde et avoir le droit de porter ce beau blason doré sur son maillot. Elle est bien loin l'époque de la Coupe intercontinentale de Tokyo que l'on ne pouvait pas regarder à la télévision et dont on voyait les buts le lendemain. Cette année, la Coupe du monde des clubs est en Mandovision avec un diffuseur qui mettra tous les matchs gratuitement à disposition des téléspectateurs français. M6 en général et TF1 qui diffusera quelques matchs du PSG. Alors oui, pour suivre certains matchs, une Red Bull sera nécessaire afin de regarder les affiches dans la nuit, mais j'en suis sûr que ça vaudra largement le détour avec 32 des plus grands clubs de la planète, avec des noms légendaires des 5 continents et des stars de toutes les nationalités qui se battront pour un même titre. Alors que la Ligue des Champions vient de sacrer son champion d'Europe et que les championnats viennent de dévoiler leurs lauréats, il est déjà temps de s'envoler aux USA avec la Coupe du Monde, celle des clubs pour s'échauffer avant celle des nations qui arrivera pile un an après. Nous sommes à une semaine du lancement du Mondial des clubs, c'est donc le moment de rentrer dans une analyse bien détaillée de cette nouvelle compétition qui je pense sera une franche réussite. Allez, j'en dis pas plus et moi j'envoie directement le générique. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, avec ce tout nouveau format à 32 équipes, la FIFA offre aux clubs participants une Coupe du Monde en miniature. Pour cette refonte, le Mondial des clubs qui existe depuis 2000, la FIFA a choisi de mettre les petits plats dans les grands. 12 stades utilisés normalement par des équipes de MLS ou de NFL, ou les deux pour certains, ont ainsi été choisis pour accueillir une compétition qui se disputera sur un format que l'on connaît bien désormais, le format identique à ceux de la Coupe du Monde et des Euros. La FIFA a ainsi mis en place toute une série de critères pour délivrer les invitations aux différents clubs présents, avec les champions continentaux des différentes confédérations et un système de points attribués et offrant des places à ceux qui n'ont pas forcément remporté de trophée lors des 2 dernières années écoulées. Un seul a été invité au titre de club du pays hôte, l'Inter Miami de Lionel Messi, qui aura de nouveau l'occasion de croiser la route de nombreux joueurs européens puisque pas moins de 12 clubs de notre continent ont été retenus. Il y a donc au total 32 équipes qui ont été tirées au sort dans 8 groupes de 4. Chaque équipe disputera un match contre chacune des 3, avec, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, une dernière journée avec les 2 matchs disputés à la même heure pour éviter toute entente entre clubs pour jouer la qualification. La suite, elle est aussi bien connue avec des huitièmes de finale croisés entre les premiers et les deuxièmes du groupe. Le tableau final a lui aussi été dévoilé avec dans la partie gauche les clubs qui termineront premiers des groupes A, C, E, G, qui affronteront les deuxièmes des groupes B, D, F et H. La partie droite du groupe verra donc affronter les premiers des groupes B, D, F, H au deuxième des groupes A, C, E, G. Puis, on passera au quart de finale, demi-finale et la grande finale qui aura lieu au MetLife Stadium de New York, l'entre des Giants et des Jets en NFL. Le trophée sera celui-ci avec quelques belles références, 2 dates sont inscrites sur le trophée, 2025 pour l'édition de cette année et 1904 date de la fondation de la FIFA. La phrase « Le football unit le monde » est aussi inscrite sur le trophée. Cette phrase est inscrite en français, espagnol, allemand, portugais, russe, arabe, mandarin, hindi, italien, japonais, latin et enfin grec ancien, et le ballon, sans surprise, a été imaginé et conçu par Adidas. Économiquement, cette compétition permettra aussi aux clubs de s'en mettre plein les poches avec un jackpot assuré pour le gagnant. À quelques semaines du lancement, la FIFA avait annoncé une dotation totale d'1 milliard de dollars pour les clubs, ce qui représente la moitié de ce que la Fédération internationale prévoit de recevoir pour cette compète. Toutefois, sur ce milliard de dollars, plus de la moitié, 525 millions exactement, est directement lié à la participation, ce qui veut dire que chaque club présent est d'ores et déjà assuré de repartir des States avec un joli chèque. En plus de ces millions d'euros, il y aura aussi des primes versées pour la performance sportive, allant de 2 millions d'euros en cas de victoire d'un match en phase de groupe à 40 millions d'euros pour une victoire finale. Démarrons notre tour d'horizon avec l'analyse des 8 groupes de cette nouvelle Coupe du Monde des clubs et en y jetant directement un coup d'œil, on peut rapidement remarquer qu'il existe déjà 3 groupes. D'un côté les intouchables, de l'autre les clubs assez forts, puis il y a les clubs plus modestes issus de confédérations moins compétitives. Toutefois, par le passé, cette compète a donné lieu à quelques surprises avec la présence en finale de clubs équatoriens comme Quito en 2008, congolais avec le TP Mazembe en 2010 ou encore marocains avec le Raja Casablanca en 2013, sans oublier les Tigres de Nuevo León en 2020. Bon, on peut aussi dire Al Hilal en 2022 ou encore Al Ain, le club émirat, en 2018.
Toutefois, si les petits ont souvent réussi à venir chatouiller les gros en finale, ce sont toujours des clubs européens ou brésiliens qui se sont imposés depuis la première édition en 2000. Sportivement donc, les dés ne sont jamais jetés à l'avance, mais il y a fort à parier que les formations qualifiées pour les quarts de finale seront certainement celles que l'on retrouve chaque année en Ligue des Champions ou en Copa Libertadores, et si une formation parvenait à créer la surprise en atteignant les huitièmes de finale, elle risque fort de s'y arrêter. Le groupe A est probablement l'un des groupes les plus attendus des fans de Lionel Messi avec l'Inter Miami. Miami retrouve donc le FC Porto, Palmeiras et le club égyptien de Al Ahly dans un groupe qui s'annonce assez indécis. Si bien évidemment le FC Porto, dirigé par sa star Rodrigo Moura, est le grand favori de ce groupe, la deuxième place sera très disputée. L'Inter Miami pourra compter sur toute sa clique des anciens du Barça, Messi, Alba, Suarez et Busquets. Le finaliste du Paulista aura aussi son mot à dire avec des joueurs qui se révéleront aux yeux du monde tels que les Willian Estevao, Richard Rios ou encore Vitor Roque que l'on connaissait au Betis, ajouté d'une petite expérience avec l'ancien de la Lazio, Felipe Anderson. De son côté, le club le plus titré de toutes les équipes de la compétition, 80 titres domestiques, pourra compter sur un effectif quasi entièrement composé d'Égyptiens et quelques Marocains comme Atia Allah ou encore Achraf Ben Sharki. Nul doute que cette cohésion jouera des tours à plus d'un. Dans le groupe B, comment ne pas penser que les deux places de qualification se joueront entre le PSG et l'Atlético, sans manquer de respect à Botafogo et à Seattle. Les deux équipes ont été à la peine cette année dans leur championnat et elles ne semblent pas avoir les armes pour rivaliser avec les deux formations européennes. Nous retrouverons d'entrée, à 21h ce dimanche, le choc de ce groupe entre le PSG et l'Atlético qui s'annonce explosif. Faisons tout de même un tour d'horizon du côté des deux outsiders avec le vainqueur de la dernière Copa Libertadores et du Brasileiro, Botafogo. Botafogo pourrait tout de même nous surprendre grâce à ce mélange d'expérience et de jeunesse dans ce 11, en plus de la potentielle arrivée de Luka Jovic dans ce groupe bien soudé et surtout en pleine confiance. Seattle est sans doute l'équipe la moins forte de ce groupe, mais elle aura le privilège de jouer ses 3 matchs dans ce stade. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour tous les fans de FIFA Ultimate Team, ce sera aussi l'occasion de savoir si Ryan Kent est vraiment fort au football ou bien seulement en FUTChamp. Comme le groupe B, le C propose 2 grosses écuries européennes avec notamment le Bayern qui est sans aucun doute l'équipe la plus dangereuse, mais aussi Benfica qui se disputera probablement la seconde place avec le Boca Juniors. Reste maintenant à déterminer qui entre Portugais et Argentins accompagnera le Bayern en huitième de finale. Avec le Bayern comme dernier adversaire, Benfica cherchera certainement à capitaliser lors des 2 premiers matchs de ce groupe. Toutefois, les choses ne seront pas aussi simples car c'est l'équipe argentine de Boca Juniors qui se dressera devant eux dès le premier match avec pour le capitaine Otamendi les retrouvailles avec l'ancien rival de sa jeunesse à Buenos Aires. Ça sera l'occasion pour beaucoup de découvrir quelques pépites qui se font un nom en Argentine afin de préparer le mercato. Je pense évidemment à des joueurs comme Kevin Zenon, Ezequiel Gebalos ou encore Milton Delgado. Bon, pour Auckland, j'ai très peu de choses à dire sur l'effectif, mais j'ai relevé une petite stat assez sympa. Auckland est l'un des rares clubs à avoir plus de coupes continentales que de titres de champion de son pays. Le groupe D apparaît comme plus ouvert, Flamengo, vainqueur du championnat Carioca, et une puissance non négligeable. Chelsea, fraîchement vainqueur de la Conference League aussi, l'Espérance Tunis quant à lui a réalisé un très beau championnat, et le LAFC, tout dernier qualifié pour le mondial des clubs à la suite de l'exclusion du club Léon, conclut ce groupe. Sur le papier, le 11 de Flamengo est vraiment très intéressant. Avec dans les cages Rossi, en défense on peut y voir Danilo, Alexandro ou encore Léo Ortiz. Au milieu de terrain, Gerson, Pulgar, De La Cruz et De Arrascaeta, 2 joueurs qui n'ont pas forcément évolué en Europe. Et une attaque avec Luis Araujo, l'ancien du LOSC, Everton et la nouvelle recrue Juninho. Honnêtement, c'est pas mal et ils donneront un coup sûr du fil à retordre à Chelsea. Mais attention aussi à l'attaque de l'Espérance qui pourra compter sur son buteur phare, Youssef Belaïli, comme LAFC avec notre Giroud national, suppléé par Denis Bouanga et défendu par Hugo Lloris. Pour le groupe E, on ne surprendra personne en disant que l'Inter est l'équipe ultra favorite du groupe. Face aux Nerazzurri, les Japonais d'Urawa Reds, le club mexicain de Monterrey, et River Plate qui cherchera de son côté à redorer son blason après une saison bien pâle dans le championnat argentin. Il reste donc aux Millonarios cette compétition et la Copa Libertadores pour sauver leur saison. Et moi j'ai encore une petite stat sur le club argentin. Le club compte dans son effectif 24 internationaux avec 2 U17, 5 U20, 4 U23 et 13 internationaux. De son côté, Monterrey pourra compter sur l'expérience de ses cadres, Sergio Ramos, Hector Moreno en défense, Canales Torres au milieu de terrain et Lucas Ocampos en attaque. Les Red Diamonds, eux, essayera de s'extirper de ce groupe qui s'annonce très compliqué, mais on va quand même se le dire, affaire à suivre. Dans un groupe F très déséquilibré, le Borussia Dortmund et Fluminense, champions Carioca, se livreront une bataille acharnée pour la première place. Certes, le club de Ulsan joue les premiers rôles en Corée du Sud et les Sundowns de Mamelodi survolent leur championnat domestique, mais cela risque néanmoins d'être quelque peu insuffisant face au Borussia Dortmund et aux Brésiliens de Thiago Silva que nous retrouverons sur nos écrans.
Après s'être affrontés en Ligue des Champions cette saison, Manchester City et la Juve se retrouvent dans le groupe G. Avec eux, les Marocains du Wydad AC et le club émirati d'Al Ain FC. Toutefois, après une saison très compliquée, tant sur la scène continentale que domestique, Manchester City n'est pas à l'abri d'une contre-performance, surtout en cette fin d'année, et ne devrait pas sous-estimer ses premiers adversaires avant de croiser de nouveau la route des Turinois, très costauds de leur côté. Comme dans plusieurs autres groupes, on retrouvera dans le groupe H une confrontation entre deux clubs européens que l'on a également pu suivre cette saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid a en effet accueilli au Bernabéu les Autrichiens de Salzbourg qui sont repartis de l'Espagne avec une manita. Les hommes de Xabi Alonso sont clairement les favoris de ce groupe où ils rencontreront également les Saoudiens de Al Hilal, l'un des meilleurs clubs du pays, et Pachuca, très à la peine lors du tournoi d'ouverture mexicain, mais qui a retrouvé du mordant en fin de saison. Nous aurons aussi droit au premier vrai test de Simone Inzaghi, fraîchement annoncé comme le nouvel entraîneur d'Al Hilal, qui pourra compter sur quelques noms très sympas du paysage footballistique en Europe. Voilà toutes les informations que vous avez besoin sur cette compétition, mais j'aimerais tout de même terminer cette vidéo avec quelques statistiques historiques de la compétition. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que seuls 3 clubs ont remporté plus d'une fois la compétition, le Real 5 fois, le Barça 3 fois et Corinthians et le Bayern 2 fois. Deuxième stat, l'Espagne est le pays comptant le plus de vainqueurs avec 8 victoires, suivi du Brésil et de l'Angleterre avec 4. Autre statistique, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire avec 7 buts, suivi de Gareth Bale et Karim Benzema, tous deux à 6. Pep Guardiola est l'entraîneur le plus titré, avec 4 mondiales des clubs, et sans protéger, Lionel Messi est en tête des joueurs avec le plus de titres de meilleur joueur de la compétition. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé ce petit tour d'horizon du nouveau mondial des clubs. C'était un régal d'aider les personnes qui ne s'étaient pas encore intéressées à la compète. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver tous les news du mondial en temps réel, en plus de quelques vidéos assez sympas sur TikTok. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et nous, on se dit à très vite. Ciao l'équipe! It's not a game, it's a rich thing.